On va continuer avec notre panel et débat, mais avant, je voulais juste vous dire qu'il y a Twitter, donc n'hésitez pas à tweeter. C'est #pilotage_performance. On attend vos remarques. Il y a les écrans qui vont relayer ça, et même le grand écran. J'appelle maintenant notre directeur commercial, Steve Mermet, qui va présenter notre panel. Et les invités d'honneur. Voilà, ça marche quand tu t'approches. Est-ce que vous m'entendez correctement? Ok. Il est français, mais c'est notre directeur commercial sur la région. Hein. On m'a dit tout à l'heure, vous avez fait venir quelqu'un du groupe? مش فرنسي أنا ولي تونسي صحيح. معرس مع تونسية تونسي voilà. Donc, mesdames et messieurs, chers invités, monsieur l'ambassadeur, déjà, nous tenons, comme l'a fait Neila, à vous remercier d'avoir répondu si massivement à l'appel, à notre invitation pour l'événement d'aujourd'hui. Et nous allons tenter de vous faire vivre une expérience unique, de vous faire rentrer dans les coulisses du domaine du football, d'essayer de vous glisser dans la peau d'un joueur, dans la peau d'un entraîneur, dans la peau d'un coach, d'un manager de club. Et nous avons, pour faire cela, réuni un panel international d'experts qui viennent de Tunis, de Sousse, de Casablanca, de Doha, de Paris. Et ils vont avoir la lourde tâche de parler d'innovation dans le domaine du football et d'essayer de le rattacher aux nouvelles tendances, aux innovations que nous connaissons dans nos entreprises. Alors j'ai l'honneur, pour commencer, d'appeler sur scène l'attaquant star de l'éditeur SAS, baroudeur panafricain, grand supporter du FC Barcelone, Monsieur Youssef Alaoui. Hein? C'est le clin d'œil. Hein? Real de Madrid? Alors c'est juste le clin d'œil. Hier, on a eu une réunion préparatoire où on était tous réunis, toutes les personnes du panel. Youssef, il est arrivé 15 minutes en retard, je crois. Et la première chose qu'il dit très sérieusement, il dit « Moi, je suis fan du Real de Madrid. » Voilà, donc on avait bien avancé dans les débats grâce à lui. Merci Youssef. Et j'ai l'honneur aussi de vous annoncer qu'il y a un derby aujourd'hui. Il y a un classico. Puisque le gardien de l'innovation de chez Microsoft, le défenseur du cloud, est avec nous. Et j'ai l'honneur d'introduire Monsieur Ferez Zekri. Mais ils ne seront pas seuls, puisque nous avons également avec nous ce soir le stratège du marketing, le dribbleur fou passionné de la communication de chez Orido Tunisie, Monsieur Aziz Haddad. Alors je dois vous faire un aveu. Bien que je suis potentiellement bien équipé, je ne suis qu'un assistant aujourd'hui, présentateur, novice, stagiaire, PFE, vous l'appelez comme vous le voulez, puisque nous avons également l'honneur d'avoir avec nous un présentateur vedette, et qui, comme l'a rappelé également monsieur l'ambassadeur, et j'avais prévu de faire la boutade également, mais c'est pas grave, je la fais quand même, bien qu'il soit anglais, personne n'est parfait, va venir présenter avec nous monsieur Darren Tulette, présentateur vedette de beIN Sport. Si. Thank you. Ah, tu es là. Yes. Je te laisse la parole. Vous avez quelque chose contre les Anglais? Apparemment. Je ne sais pas pourquoi. Ladies and gentlemen, good evening. Welcome. Yes, personne vous a dit que c'est en anglais ce soir? Je suis sûr que vous serez très fort. Mais on va essayer de faire ça en français. Et vous avez peut-être remarqué que j'ai un petit accent. Non, moi, je n'ai pas l'impression d'avoir un accent. Mais on me dit toujours que j'ai un accent. J'espère que vous allez pouvoir me comprendre en tout cas. Merci pour l'accueil. J'ai envie d'être ici avec vous ce soir. C'est la première fois que je viens dans ce merveilleux pays. J'ai eu 24 heures pour découvrir
et ça m'a donné envie de revenir. Donc c'est déjà très sympa d'être là. Et on a effectivement, j'espère, de bonnes histoires à vous raconter ce soir. Je vais vous inviter, ceux qui sont derrière, déjà, venez vous installer. Il y a quelques places encore. Vous serez beaucoup plus à l'aise si vous arrivez à trouver une chaise pendant notre discussion. Je vais aussi vous rappeler que si jamais vous avez votre portable avec vous, évidemment, vous êtes encouragé de tweeter pendant le débat. Faites attention que ça soit sur avion quand même, parce que si ça sonne et on se retourne tous à regarder vous, c'est horrible, c'est embarrassant. Je voulais juste vous remercier aussi l'organisation de Business and Decision, parce que forcément, quand un Anglais vient ici, ils ont pensé à tout pour que je ne sois pas trop dépaysé. Ils ont même organisé un petit peu de pluie. C'est formidable. Merci beaucoup. C'est très sympa. Donc, pour compléter le panel ce soir, est-ce que vous êtes des supporters de l'Étoile sportive du Sahel dans la salle? Oui. Très bien. Non. Bon, oui et non. OK. Bon, vous allez continuer cette discussion après. Mais en tout cas, nous, on est ravis d'avoir avec nous ce soir le directeur sportif de ce grand club. Vous pouvez l'accueillir, s'il vous plaît. Montassa. Il est là, regardez. Bonsoir, Montassa. On l'appelle aussi The Man in Black. À l'image de Diego Simeone, l'entraîneur d'Atlético Madrid en ce moment. Et puis, vous savez qu'il est là, on vous a déjà parlé de lui. On est vraiment ravis d'avoir avec nous quelqu'un avec qui j'ai la chance de travailler régulièrement sur beIN Sport. Il a été Ballon d'Or en 1991. Ils sont très rares, les Ballons d'Or français. Les Ballons d'Or anglais, ils sont encore plus rares. Mais le grand buteur de l'Olympique de Marseille, de Bordeaux, évidemment, de Milan AC et de Bayern Munich est avec nous ce soir. S'il vous plaît, un chaleureux accueil pour Jean-Pierre Papin. JPP. Good evening, Jean-Pierre. Donc pour commencer un petit peu le débat, on a essayé d'organiser les choses. À chaque fois, on va poser des questions plutôt sportives. Après, on va poser des questions plutôt en relation au domaine de l'entreprise classique telle qu'on la connaît. Et on se proposait de débuter sur la problématique du recrutement. Donc, comment est-ce que ça se passait avant, quand je cherchais à recruter un joueur? Et peut-être par les nouvelles innovations, les nouvelles méthodologies, comment est-ce que ça fonctionne aujourd'hui? Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de parallèles à tirer. Et c'est ce que nous allons faire pendant cette soirée. C'est peut-être intéressant de commencer par parler du football, parce que c'est un business, évidemment, à part. Aujourd'hui, on sait que c'est un business, parce qu'on sait que les grands clubs génèrent de l'argent, des sommes d'argent absolument extraordinaires, grâce notamment aux chaînes de télévision qui payent royalement pour avoir le droit de diffuser des matchs, n'est-ce pas? Les joueurs sont devenus des superstars et des milliardaires, et on a des joueurs de foot qui gagnent beaucoup plus que nos ambassadeurs ou nos politiciens aujourd'hui. Quelle honte! Mais à l'époque, on va dire, entre guillemets, parce que si aujourd'hui on a des outils extraordinaires pour aider dans le recrutement de joueurs, de bien viser le type qu'il te faut dans ton équipe pour demain, pour après-demain, il y a encore 20 ans, on n'avait que quelques chiffres. On savait combien de buts il avait marqué la saison dernière et quel âge il avait, et c'était à peu près tout. Quand vous pensez le changement et la rapidité de ce changement, c'est assez extraordinaire. Et Jean-Pierre, peut-être que vous pouvez commencer par nous raconter votre parcours de joueur, mais surtout à travers les premiers transferts. Parce qu'aujourd'hui, un joueur, Jean-Pierre Papin, ça aurait été Cristiano Ronaldo à l'époque. Les buts qu'il a marqués, lui, c'était la superstar lorsque Marseille était champion de France toutes les années successives. Aujourd'hui, on a eu des chiffres non-stop sur vous. Donc tu dis que je suis trop vieux. Mais à l'époque, Jean-Pierre, on connaissait que le nombre de buts que vous avez marqués. Quand vous êtes parti de la Belgique, par exemple, pour rejoindre l'Olympique de Marseille, racontez-nous, comment ça s'est passé, ça? Très simple. C'est sûr qu'à l'époque, il n'y avait que les résultats qui comptaient. La manière dont tu jouais, parce que c'était important par rapport à l'équipe où tu allais arriver. Mais il n'y avait
pas d'agent, chose qui se passe aujourd'hui. Il y avait 2 présidents qui se rencontraient ou qui se parlaient, ou éventuellement un président qui appelait un joueur pour savoir si ça intéressait de venir. Moi, ce qui s'est passé à Bruges, par exemple, à Bruges, j'avais Monaco qui s'intéressait à moi, et moi, personnellement, je m'étais déjà mis d'accord avec Monaco, parce que on voulait retourner en France avec mon épouse, et Monaco était une destination quand même relativement intéressante, c'était sympa, la Côte d'Azur c'était bien, et on s'était mis d'accord financièrement sur mon contrat. Et puis l'OM est arrivé derrière, mais l'OM est passé par, je dirais, la hiérarchie normale, c'est-à-dire que le président a appelé le président, ils se sont mis d'accord d'abord sur la possibilité ou non de faire ce transfert, et j'ai rencontré donc le président qui s'appelait M. Bernard Tapie, et en fait ça a duré dans son bureau, ça a duré 3 minutes. Il m'a demandé combien je gagnais à Monaco, il m'a dit je te donne le double. Et j'ai signé à l'OM. Mais ça s'est passé comme ça, comme je vous le dis, il n'y avait pas eu d'agent, il n'y a pas eu de discussion, pas d'avocat. Ça a été 2 hommes qui se sont regardés, qui se sont parlé, ils se sont compris de suite, et ça s'est fait comme ça. J'espère que lorsqu'il vous a demandé combien vous alliez gagner, vous n'avez pas dit la vérité. Et à l'époque, et comme d'ailleurs aujourd'hui, je suis toujours aussi honnête, donc voilà. En tout cas, il vous a doublé le salaire comme ça. Formidable. Voilà, comme ça, parce que en fait, lui, il avait trouvé, je pense que ce qu'il recherchait, c'était un vrai buteur. Et il pensait avec moi avoir trouvé ce vrai buteur, et il a misé énormément au départ, sans savoir si, quoi qu'il arrive, j'allais confirmer ce que j'avais fait à Bruges. Donc c'était quand même un pari relativement risqué, mais il l'a tenté, et il l'a réussi, et grâce à lui, j'ai quand même bien progressé après. Grâce à Bernard Tapie, donc vous avez signé à l'OM, et grâce à vous, l'OM a gagné beaucoup de titres, donc il a bien vu. Mais tout ça, cette information-là, c'était basé sur des simples statistiques. Combien de buts il avait marqué lorsqu'il jouait en Belgique, et il espérait que ça allait marcher. C'est très peu quand on compare à aujourd'hui. Quant à ça, par exemple, lorsque vous allez, votre job, c'est aujourd'hui d'identifier des joueurs, évidemment, pour votre club, des joueurs qui peuvent jouer demain, mais aussi peut-être dans 2 ans, dans 5 ans. Aujourd'hui, vous vous basez sur énormément de choses. Vous avez beaucoup d'informations sous la main. Expliquez-nous un petit peu. Effectivement, sur le recrutement, on appelle ça le scouting, on a énormément d'informations sur les joueurs. Mais après, il y a un mot qui m'a interpellé lors de la présentation, c'est faire parler la donnée. C'est comment faire parler les chiffres pour avoir un joueur qui est capable d'apporter un plus. Le départ, c'est les exigences. Il y a des exigences de haut niveau dans le football. Et par rapport à ça, les chiffres nous permettent de dire ce joueur, il est capable d'évoluer au haut niveau ou pas. Par rapport à ces chiffres, par rapport à ces stats, par rapport à ce que nous donnent les nouvelles données, ça peut faciliter. C'est vrai que rien ne vaut le facteur humain. L'œil, parce que par exemple, moi je reviens à un exemple qui s'est passé en 2004, quand, et Jean-Pierre connaît très bien, Patrick Vieira, il allait partir d'Arsenal. Arsène Wenger cherchait un milieu de terrain. Et il cherchait un milieu de terrain, et tout le monde sait que dans le foot, le haut niveau, c'est un volume de course. Il faut courir. Il faut faire 12, 11, 13 km. Et on lui a envoyé des stats de joueurs. Il y avait Matteo Flamini, qui venait de débuter à l'OM. Et sur les chiffres, il a vu qu'il faisait 14 km. Donc à partir de là, c'était un point de départ. Ça ne l'a pas empêché derrière d'aller le voir sur plusieurs matchs. Mais c'est le point de départ, c'est les chiffres. C'est un chiffre qui l'a interpellé par rapport à son volume de course, à ce qu'il pouvait apporter sur le terrain. Après, il y a autre chose. Mais le football aujourd'hui, avant, ça se jouait sur 30-35 mètres. Aujourd'hui, les blocs ils sont tellement serrés, on joue sur 20-25 mètres. Le profil de joueur, il est différent. Aujourd'hui, par rapport au profil qu'on recherche, si on va avoir des joueurs capables de jouer au niveau, il faut avoir des joueurs techniques et des joueurs vifs. Donc il y a certaines qualités physiques qu'il faut avoir pour évoluer à un certain niveau. Et là, on peut l'avoir que par les chiffres. On a plusieurs moyens. Moi, par exemple, aujourd'hui, dans mon bureau, je peux regarder un joueur qui évolue en Amérique du Sud, qui évolue en Afrique. J'ai toutes les données, toutes ses stats, combien il a fait de kilomètres, combien de passes, il gagne ou perd ses duels. Et tout ça, ça va nous aider. Après, c'est sûr qu'on peut se tromper. Il y a des exemples, concrets. Moi, je me rappelle, j'ai lu ça, un article, c'est une histoire à 100 millions d'euros.
Vous devez connaître Harry Redknapp quand il arrive à Tottenham. Et il n'en voulait pas de Gareth Bale. Et il y a un mec qui travaille avec lui dans le staff. Et on appelle ça le département performance. Mais on ne va pas anticiper sur la performance. Mais Redknapp, pour lui, que Gareth Bale est capable de répéter les courses. Avant, on parlait de courses dans le foot. On disait tel ou tel joueur faisait 12, 13, 11 km. Mais aujourd'hui, on va plus loin. On va plus loin. C'est important de faire 12, 13 km. Mais combien on fait de sprint là-dedans? Combien on fait de courses à haute intensité? Et là, un mec du département performance est parti voir Harry Redknapp. Il lui a dit que Gareth Bale était capable, avait les qualités et le potentiel physique de répéter des courses à haute intensité. Et c'est là qu'il a fait jouer. L'année d'après, il est meilleur joueur de Première Ligue. 2 ans plus tard, il atterrit au Real Madrid à 100 millions d'euros. Donc, c'est pas que les chiffres, mais c'est vrai que le point de départ, c'est un chiffre, c'est une interprétation qui a fait qu'aujourd'hui, Gareth Bale a rapporté tout cet argent à Tottenham. Voilà, mais c'est un très bon exemple parce qu'aujourd'hui, même si le bon vieux scout, il existe encore, le scout, c'est quelqu'un qui va dans un stade regarder les matchs des juniors, regarder un match en Suisse, qui va regarder un match en Amérique du Sud. Les clubs, ils ont tous un réseau d'hommes et de femmes. Donc, côté humain existe encore, évidemment, parce qu'il faut avoir une vision de ce joueur. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a des logiciels, des boîtes qui peuvent vous fournir, vous et votre club de football, avec énormément d'informations sur tous les joueurs qui existent. Et on a des exemples de gens qui ont utilisé même des jeux vidéo par le passé, le fantasy football ou football manager, parce qu'il y a tellement de data dans ces jeux-là que ça peut aussi influencer ceux qui prennent des décisions. Jean-Pierre, je sais que vous êtes allé à Liverpool lorsque Gérard Houllier était l'entraîneur français de Liverpool, et il vous a fait découvrir un petit peu comment il travaillait en Angleterre. Alors, c'est très simple. Alors, c'était une grande chance de pouvoir découvrir d'abord ce centre d'entraînement qui est tout simplement magnifique. Et puis Gérard avait, quand il est arrivé à Liverpool, ils avaient eux un concept tout nouveau. Et je pense que c'était un des premiers qui l'ont fait. Alors certainement maintenant, parce que je vous parle de ça il y a bien 8-9 ans déjà, ça a déjà beaucoup évolué, mais à l'époque, ils m'avaient montré, ils devaient avoir dans leur base de données, je sais pas, entre 300 et 400 000 joueurs. Et en fonction des critères de recherche qu'ils voulaient, ils étaient capables, par exemple, ils avaient sur les 300 000 joueurs, ils voulaient un gaucher grand, rapide, ils tapaient ces critères, recherche, et il y avait une quarantaine, cinquantaine de joueurs qui apparaissaient avec les critères demandés. Après, il y avait les discussions qui rentraient avec les clubs, il y avait entre le staff, avec le président, quel était le meilleur deal, combien il coûterait, business. Mais cette base de données, moi je me souviens, c'était phénoménal, quoi, parce que c'était tellement nouveau que tu ne peux pas imaginer qu'un club puisse avoir toutes ces informations. Il y a aussi, évidemment, lorsqu'on parle de ces avancées-là, pour avoir de l'information sur nos cibles au niveau du recrutement, tout ça, ça peut aider, même si, effectivement, il faut faire attention, il n'y a pas que les chiffres qui parlent. Il faut quand même un petit côté humain, l'instinct, un feeling pour quand on est décisionnaire, quand on est manager. On ne va pas juste se baser sur les chiffres. Ce qui est intéressant aussi dans les changements, on va dire technologiques, depuis une dizaine d'années, depuis que l'Internet a explosé, et surtout les réseaux sociaux, évidemment, jouent un rôle. Aujourd'hui, dans le recrutement, on peut voir côté entreprise, avec des sites tels LinkedIn, par exemple, j'imagine que vous êtes nombreux à être sur LinkedIn aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas personnellement là en tant que profil, vous pouvez peut-être l'utiliser lorsque vous allez recruter demain, parce que c'est aussi une façon de savoir des choses sur les gens. Et ce qui est aussi intéressant, mais aussi effrayant parfois, je ne sais pas si vous avez vu le film Snowden, sur justement ce qui s'est passé à Edward Snowden, le whistleblower américain. On laisse évidemment une empreinte digitale tous les jours quand on tweet, quand on met une photo sur Facebook. C'est un côté intéressant, mais c'est un côté dangereux aussi. Les joueurs aujourd'hui doivent faire très attention à ça. On a vu des exemples de gens qui, voilà, tu postes une photo de toi en train de faire la fête et ça peut rester pendant des années. Une espèce de dossier. On a vu Serge Aurier, le joueur de Paris Saint-Germain, dire des conneries en direct avec
les résultats derrière qui ont fait que pendant des mois, il n'a pas pu jouer. Donc tout ça, c'est des développements absolument ahurissants par rapport à il y a quelques années seulement. Et je ne sais pas, Jean-Pierre, comment vous auriez vécu cette époque-là si vous aviez été joueur de foot dans cet âge-là, parce que vous avez en quelque sorte la chance de ne pas avoir à confronter ce genre de problème. Moi, j'avoue qu'on aurait été bien embêtés, parce que c'est vrai qu'on était content de faire partie de la génération dont on a fait partie, sans qu'il y ait le moindre réseau social, ni téléphone, ni rien du tout, parce que c'est vrai que non seulement on était bons, mais on aimait aussi faire la fête, on n'est pas des moines. Alors c'est vrai qu'on a fait quelques fêtes, je me souviens bien, s'il y avait eu quelques photos au téléphone, ça aurait été compliqué. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un grand bémol par rapport à plein de choses. C'est qu'on met en garde les joueurs. D'abord, ils signent des clauses d'éthique dans leur contrat. Et, ils signent des clauses aussi sur les réseaux sociaux où ils ne peuvent pas déborder, pas parler du club, essayer de ne pas donner le moindre avis sur leurs problèmes à eux. Voilà, que ça reste un peu secret. Mais je dirais les alentours du joueur, l'entourage du joueur est aussi concerné parce que quelquefois ils sortent des photos aussi de l'entourage du joueur et tout ça c'est loin d'être bénéfique pour le joueur. On essaye de les mettre dans un cocon sachant qu'on sait très bien qu'à un moment ou un autre ça va déborder. Oui. C'est très difficile à gérer pour un jeune joueur de football évidemment parce qu'on peut faire des erreurs en mettant des tweets ou des photos nous-mêmes, mais aussi on doit savoir que lorsqu'on va sortir, n'importe qui peut prendre une photo de nous et mettre ça sur le réseau. Je ne sais pas si vous avez suivi cette semaine le joueur anglais Wayne Rooney qui est allé faire la fête il y a quelques jours après un match et quelqu'un a pris une photo de lui qui s'est retrouvé sur les réseaux et après sur les journaux. Il était il est anglais donc forcément il avait trop bu. C'est un petit peu une tradition anglaise, n'est-ce pas? Personnellement, c'est vrai que on a appris qu'il est resté jusqu'à 4 heures du matin à boire de l'alcool. Et je dois dire que j'étais dégoûté et extrêmement déçu parce que franchement, à son âge, je serais resté au moins jusqu'à 5 heures. En fait, c'est là qu'on voit où c'est difficile de parler de la problématique data en la dissociant complètement du digital et que de plus en plus les deux sont interreliés. Donc si on essaye de faire un peu le parallèle avec le monde de l'entreprise, on peut se poser la question sur l'identité digitale, les traces digitales qu'on laisse, que ça soit à la fois dans un aspect de recrutement ou que ça soit à la fois dans un aspect en tant que client, l'identité digitale du client. Férès, peut-être je t'orienterai cette question sur comment est-ce que c'est pris en jeu dans notre région, comment est-ce que ces enjeux sont pris en compte dans notre région? En fait, aujourd'hui, de plus en plus, les barrières entre le monde digital et le monde physique, le monde personnel, s'effacent. Et quand on parle d'identité de personne, c'est tout ce qu'on fait, c'est les actes qu'on fait, que ce soit dans le monde digital ou dans le monde physique, qui sont reflétés et qui vont définir notre personne. Donc, comme les entreprises, les individus aussi, ils ont à gérer une marque, un brand, et qui va les suivre en fonction de leurs actions. Quand on parle de recrutement aujourd'hui, que ce soit dans le monde technique, je parle toujours dans le monde de l'entreprise. Si on cherche un profil technique, eh ben, outre les certifications ou les réalisations qu'il a eues, on va voir typiquement les publications qu'il a réalisées, les posts qu'il a écrits sur Twitter, combien de personnes ils sont en train de le suivre, les interactions qu'il a eues avec les différentes personnes. Et tous ces éléments-là, ils vont contribuer à choisir le bon profil par rapport aux compétences et par rapport à son engagement social et son contribution dans le monde de l'IT. De la même manière, si on cherche une personne ou un commercial, on connaît très bien que un des atouts d'un commercial, c'est sa capacité à gérer la relation client, à gérer le relationnel avec ses différents clients. Eh ben, les entreprises, de plus en plus, ils vont accorder une importance au nombre de personnes influentes qui sont amies avec la personne qu'on essaie de recruter et de voir aussi le nombre d'interactions, parce qu'on peut être ami sur un réseau social avec une personne influente, mais ne pas avoir d'interaction. Et là, aujourd'hui, de plus en plus, avec les outils d'analyse, on est capable de dire oui, cette personne-là, elle est en interaction régulière avec telle ou telle autre personne.
et ça influe forcément le recrutement, ça influe forcément le choix pour différencier entre une recrue et une autre. Alors pour rebondir également, quand on parle d'innovation, on a souvent tendance à faire référence à des expériences à l'étranger, de ce qui peut se passer en France, en Europe, aux États-Unis. Et c'est toujours intéressant de voir aussi qu'il y a des compétences, de l'expertise, des sachants, de l'innovation en Tunisie également. Et je crois, Aziz, que vous aviez quelque chose à nous raconter à ce sujet. En fait, moi je pense que l'écosystème de l'innovation en Tunisie et dans le digital en particulier est assez sous-estimé et sous-estimé à tort. On est parmi les pays les plus actifs de la région MENA, mais aussi en Afrique, quand on parle justement d'innovation et d'innovation digitale en particulier. Moi je vais parler, et tout l'écosystème justement, start-up, incubateur, espace de coworking, agence, développeurs d'applications, etc., gagne des prix à un niveau même mondial. Moi, si je vais choisir un exemple pour justement garder cette analogie avec le football, c'est celui d'un exemple qu'on connaît bien pour une start-up qu'on soutient et qu'on aide justement, qui s'appelle Coaching Foot. Et en fait, Coaching Foot allie un petit peu les trois sujets qu'on est en train de discuter aujourd'hui, qui sont la data, le football et le digital. Donc c'est tout simplement un jeu de fantasy football. Le fantasy football, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais c'est un jeu qui vient des États-Unis, qui explose un petit peu justement aux États-Unis et maintenant un peu plus en Europe. Et Coaching Foot, c'est la première start-up et le premier jeu en ligne qui permet de gérer une équipe virtuellement, mais avec des données en temps réel, de façon hebdomadaire plutôt, du monde réel du football. C'est-à-dire que la performance d'un joueur lors d'un match dans le championnat va impacter justement l'équipe virtuelle si moi-même j'ai choisi ce joueur dans mon équipe. Et on récolte des points et on essaye d'optimiser sa stratégie, ses tactiques, faire des remplacements, faire des transferts, etc. Donc ça, c'est pour le fonctionnement du jeu. Et nous, chez Olid, on les soutient de différentes manières, à 3 niveaux. De manière financière déjà, pour les aider à développer l'application mobile, etc. D'une façon technique, parce qu'on leur donne accès à notre API de monétisation. Donc toutes les personnes qui jouent à ce jeu, que ce soit via tablette, mobile ou via le site web, peuvent acheter via leur crédit de recharge Olid en fait des add-ons au niveau du store pour pouvoir avancer dans le jeu plus rapidement. Et on les aide aussi de façon communicationnelle, c'est-à-dire on les fait connaître et on essaie de les aider à faire de l'acquisition de nouveaux joueurs. Aujourd'hui, ils ont 150 000 utilisateurs. Et c'est en croissance exponentielle. Et je pense que c'est le parfait exemple justement qui allie un petit peu ces trois univers qui sont la data, le digital et le foot. Et c'est assez unique aussi en Afrique, donc je pense que ça doit être souligné. Voilà. Donc il y a de l'innovation ici en Tunisie également. Il y a beaucoup d'innovation en Tunisie. Nous, on est aussi impliqués à travers notre filiale Entilaire et aussi avec Microsoft justement sur l'accompagnement de start-up en early stage jusqu'à la sortie. Donc chez nous, dans nos locaux, on accompagne plus d'une quarantaine de start-up. Donc on n'est pas les seuls à le faire. Je pense que le marché est vraiment, comme je l'ai dit, très développé, très prégnant. Et on est fiers un petit peu, je pense, de l'écosystème tunisien en termes d'innovation et de start-up. Donc vous avez parlé à un moment donné de performance. Je pense que c'est une transition idéale pour arriver sur la deuxième thématique qui est justement la gestion de la performance individuelle, donc du joueur ou collectif du club. Et on arrivera à celle au niveau de l'entreprise. Comment est-ce que ça s'applique dans le monde du football aujourd'hui? Comment est-ce que ça a changé? Ah oui, mais ça aussi, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Aujourd'hui, les entraîneurs vont avoir des informations en temps réel par rapport aux performances des joueurs et à l'entraînement et pendant un match. Ils peuvent savoir à n'importe quel moment d'un match combien de fois un joueur a touché le ballon, ce qu'il en a fait, combien de kilomètres il a gagné, combien de têtes il a fait. Enfin, vous allez nous en parler mieux que moi. Quelle est l'importance de cette information pour le service de détection de joueurs pour vous, mais aussi dans la préparation effectivement de ces joueurs? Quand on pense équipe, on pense performance. Quels sont les outils que vous avez sous la main aujourd'hui? Aujourd'hui, on travaille avec un système GPS à l'entraînement. Tous les joueurs sont équipés par GPS et on a des préparateurs physiques. Un qui est sur le terrain et qui est en dehors du terrain avec son PC. Et il a des informations en instantané sur tout ce qui se passe à l'entraînement. Contrôle de l'intensité, contrôle du volume, la fréquence cardiaque du joueur. Quand on fait un travail physique sans ballon, c'est facile de gérer ça parce que quantitativement, c'est simple. On a des distances, on a un volume, on a une intensité de travail. Après, quand c'est avec ballon, c'est plus difficile. Et c'est là qu'on a besoin de nouvelles technologies, on a besoin d'informations et on a ces informations en temps réel.
Et ça ce vous, qui- ça vous aide à préparer l'équipe pour demain, mais aussi, j'imagine, de savoir l'état de fatigue de certains Exactement. joueurs, Exactement. éviter des blessures. Exactement, ça nous aide. Aujourd'hui, le plus fort dans ce domaine-là, c'est pas de guérir un joueur blessé, c'est d'anticiper sur les blessures. C'est de voir la blessure avant qu'elle arrive. Et c'est ça, c'est très important. On revient au business, il y a trop d'argent dans le foot, on ne peut pas se priver de certains joueurs qui touchent trop d'argent et qui rapportent de l'argent au club sur certains matchs. C'est pour ça que, à part les tests qu'on fait de fatigue, il y a un suivi quotidien à l'entraînement pour avoir la fréquence cardiaque du joueur, comment il évolue, c'est quoi ses stats, c'est quoi ses chiffres. Et derrière, on a des logiciels qui nous donnent des informations sur les matchs. Chez nous, par exemple, les lendemains de match, chaque joueur il a une clé USB où il trouve son rapport de match, un rapport athlétique sur tout ce qu'il a fait pendant le match, combien de kilomètres, combien de sprints, combien de courses à haute intensité. Après, il a un rapport technico-tactique, combien de ballons il a touché, combien de duels. Troisième partie, il a des vidéos. Il a des vidéos de son match. Il peut regarder ça et après on fait des réunions individuelles au par petit groupe pour faire un visionnage par rapport à ça. Et c'est là qu'on va aider les joueurs à atteindre certaines valeurs pour être performants. Et la performance individuelle du joueur, individuellement, va permettre que le collectif soit meilleur. Et encore une fois, si on peut donner un exemple, pour moi le meilleur exemple, c'est la Mannschaft, c'est l'équipe nationale d'Allemagne où ils arrivent à la Coupe du Monde 2014. Il n'y a personne qui utilise les technologies et l'information comme l'équipe nationale d'Allemagne. C'est pas pour ça qu'ils ont gagné le Brésil 7-1 ou c'est pas pour ça qu'ils ont gagné le Portugal 4-0. Mais ça en fait partie. Les chiffres, moi j'ai lu ce que disait Joachim Löw, il a dit avant d'affronter le Brésil, chaque joueur savait exactement que faisait le joueur qui va en face, le profil du joueur brésilien, comment l'équipe elle jouait, comment elle se comportait sur les phases de jeu arrêtées, comment elle se comportait quand elle était sous pression. Et tous ces éléments-là ont fait que, pas que ça, qu'il y a du talent, il y a la qualité des joueurs, que l'Allemagne a fait un truc historique en battant le Brésil 7-1, même si, quand on relit les chiffres, sur certains chiffres, le Brésil, ils étaient meilleurs. Mais sur le match, l'Allemagne, il gagne 7-1. Et ça, tout est dans la préparation, tout est dans la lecture de l'adversaire. Un rapport dans le foot, ça peut être interprété de différentes manières. Aujourd'hui, moi, je peux sortir un rapport de match qui va être interprété par deux coachs de différentes manières. C'est la lecture qui compte. Parce qu'on a tellement d'informations aujourd'hui que la lecture et l'aspect humain qui est très, très, très important. Parce qu'à la fin, il y a un rapport humain avec le joueur. Et ce rapport-là, il est primordial. Au-delà des chiffres, c'est vrai qu'ils sont importants, mais pour faire progresser les joueurs, il faut aller dans le social. Autre dernier point, on dit qu'un entraîneur de foot, c'est un réducteur d'incertitude. Le hasard n'existe pas. On doit réduire l'incertitude au maximum. Et on ne peut réduire l'incertitude si on ne se base pas sur des chiffres. Et c'est les chiffres qui nous permettent de réduire l'incertitude. Oui, tout à fait, vous allez rebondir. Mais c'est intéressant de souligner justement toutes ces avancées technologiques qui arrivent à aider en tout cas à prendre des décisions plus intelligentes et mieux préparer des événements sportifs.